Donc, les rapports sociaux se nouent sur la question du travail et opposent deux classes, celle des hommes, celle des femmes. Quel que soit le métier qu'elles fassent, elles seront toujours discriminées. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes. L'idée du salaire à la qualification personnelle, il est intéressant dans une perspective féministe. La seule solution, c'est qu'on arrête de parler d'hommes et de femmes. C'est-à-dire qu'on abolit le genre et donc le sexe. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça bouge à la base. Et encore faut-il que les mouvements militants, syndicaux, partis politiques et autres, se saisissent de ça. Mais ils n'ont aucun intérêt à le faire, puisque c'est dominé par les hommes. Parce qu'il faut acculturer aussi les hommes. Les hommes n'ont pas lu les autrices féministes. Bernard les découvre en ce moment, depuis peu. En face, il y a les travailleurs, les travailleuses, nous en fait, et on nous demande rarement notre avis. Anarchie sur toute la planète. Là, on est au degré zéro de la démocratie. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne? Ça permet de gagner du temps et de l'argent. Ta philosophe de France, moi mon Socrate habite le 9-3. Eh ben, bravo la gauche. G-A-N-G. Alors, je ne vais pas me présenter à 100%, je vais me présenter plutôt avec ma casquette, on va dire, militante. Partiellement ma casquette professionnelle, parce qu'elle peut être intéressante du point de vue des militants. Donc, je milite à la CGT. J'ai été un temps au PC, mais je n'y suis plus. Ça a été assez bref, cela dit. Et j'ai adhéré à Réseau Salariat, j'ai même été une des fondatrices avec quelques-uns autour des thèses de Bernard Friot, puisque il se trouve que j'ai fait ma thèse avec lui. Et donc qu'il avait l'intention de mettre en place ce réseau d'éducation populaire qui date de 2013, je crois. Et donc voilà, donc j'ai contribué à monter cette association que j'ai quittée un temps parce qu'il y a eu, comment dire, des frictions internes qui m'ont bien bousculée, qui ont aussi contribué à ce que je me plonge un peu plus dans les thèses féministes, que j'avais un peu effleurées précédemment. Moins, j'étais plutôt sur la lutte de classe, on va dire. Et j'ai approfondi les thèses féministes à la suite de ces problèmes surgis au sein de Réseau Salariat. Et j'ai écrit un petit bouquin voilà, un petit roman sur les questions féministes que j'ai fait lire à plusieurs de mes camarades de Réseau Salariat, ex-camarades de Réseau Salariat, qui m'ont invité à le présenter dans leur groupe femmes. Et à la suite de quoi, je me suis dit: «Allez, je vais réadhérer à Réseau Salariat», voilà. Donc j'y suis de nouveau depuis peu, mais seulement dans le groupe femmes. Donc je ne milite plus vraiment à Réseau Salariat en tant que tel, mais seulement dans le cadre du groupe femmes. Voilà, et à titre professionnel, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste dire que je suis fonctionnaire. Donc j'ai la chance d'avoir une qualification personnelle. Et donc à ce titre-là, voilà, ça me permet de voir de l'interne comment fonctionne effectivement ou dysfonctionne ce côté particulièrement important des thèses de Réseau Salariat. Ok. Donc en 2017, si je ne me trompe pas, tu as participé à un groupe d'études pour mener une étude qui se nomme « Où commence l'égalité entre les femmes et les hommes ?» L'inégalité. École, foyer, emploi, salaire, retraite. Donc on va baser cet entretien majoritairement là-dessus. On reviendra peut-être sur d'autres questions plus tard. Pour commencer, dans ce dossier, en l'étudiant un petit peu, on a relevé pas mal de questions. Pour commencer, en quoi l'éducation, la culture et les imaginaires dans l'enfance contribuent à reproduire les inégalités? Donc, en quoi est-ce que, de base, dans notre jeunesse, on
on est influencé, hommes et femmes, pas forcément que les hommes, les clichés ne viennent pas forcément que des hommes. Comment est-ce que l'éducation, la culture nous influence? Alors, ce document, il a été réalisé dans le cadre professionnel. Hem, L'idée, c'était de démontrer effectivement qu'on était toujours dans une société très inégalitaire. Alors, par rapport à la question, en fait, elle me gêne un petit peu parce qu'on part, de l'idéologie, en gros. Alors, peut-être il faut que je précise. Donc moi, je suis plutôt une féministe matérialiste. Donc à ce titre-là, j'estime que c'est plutôt, les structures sociales qui conditionnent l'idéologie, pas l'inverse. Donc, le matérialisme s'oppose à l'idéalisme, de ce point de vue-là. L'idéalisme, c'est plutôt l'idée, en grand, va déterminer, en fait, les structures sociales et moi, je pense que c'est l'inverse et donc la question laisse entendre que ce serait l'idéologie, en quelque sorte, qui porterait, les qui transformerait, en gros, les structures sociales. C'est pas complètement faux, mais c'est pas la cause ultime. La première cause, des inégalités ou du patriarcat ou on pourra l'appeler comme on veut, c'est bien sûr, les structures sociales. Donc la question de ce point de vue-là, elle me gêne un petit peu. Je préférerais à la limite qu'on commence par parler du nœud du problème, hein, c'est-à-dire le travail, plutôt, que de commencer par, quelque part l'idéologie, c'est-à-dire la culture, l'éducation et cetera, qu'il faut évidemment changer, mais ça sera largement insuffisant pour, transformer, les structures. Ouais, vas-y, on te laisse la main pour Alors, prendre le problème par le bon bout. le travail, c'est le nœud du problème, en fait. C'est lui qui est, au centre des rapports sociaux. Il est au centre des rapports sociaux de classe, de sexe, de race, et cetera. Quand on raisonne en rapports sociaux, de sexe ou de genre, ça signifie qu'il y a 2 classes sociales, les hommes, les femmes. Quand je dis hommes et femmes, je suis sur le terrain, du genre, je suis pas sur le terrain du sexe, hein. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Je suis pas dans une visée, biologiste, on va dire, essentialiste, naturaliste. Donc, les rapports sociaux se nouent, sur la question du travail et opposent 2 classes, celle des hommes, celle des femmes et l'essentiel de l'endroit où se situe, ce rapport social, c'est dans la sphère privée, donc le travail domestique. Alors le travail domestique, il faut l'entendre au sens large, c'est pas le travail domestique. Il ne faut pas entendre par là les tâches domestiques. Il faut entendre là aussi un rapport de production particulier. Donc là, je fais référence en fait à Christine Delphi qui a bien montré, que le travail domestique au sens large, hem, est un mode de production à part entière, au même titre que le mode de production capitaliste. Mais à côté. C'est-à-dire que, ils ont des liens, ils s'articulent entre eux, ils s'auto-alimentent, mais pour autant, ils sont indépendants, l'un de l'autre et ce sont, 2 rapports, 2 modes de production, contre lesquels évidemment il faut lutter. Donc je disais tout à l'heure que, le travail domestique, il ne faut pas l'entendre comme des tâches, même s'il y en a évidemment, hein, concrètement, il y a du travail concret, faire la vaisselle et cetera. C'est aussi, plus largement, tout ce qui se passe dans la sphère privée. À savoir, les femmes peuvent par exemple, largement, contribuer, gratuitement, au travail de leur conjoint, indépendant, artisan, médecin et cetera. Tout ça, ça passe à la trappe, c'est jamais compté nulle part, hein. C'est surtout pas rémunéré, donc il y a là un rapport de domination, qui intervient et qui correspond en fait à une exploitation tout simplement, parce que, les femmes réalisent un travail gratuit, qui a été estimé en France, à 60 milliards d'heures, sachant que dans l'emploi, hein, c'est, à peu près, c'est moins de 40 milliards d'heures, tout emploi confondu, hein. Vous voyez l'énormité de la chose, quoi et ces 60 milliards d'heures effectuées en travail domestique, c'est,
à 60% les femmes. Elles le font gratuitement. Tout le travail domestique n'est pas le lieu d'une exploitation. Il ne devient un lieu d'exploitation qu'à partir du moment où il est effectué gratuitement pour autrui. Donc ces 60 milliards d'heures, c'est pas l'ensemble des heures qui relèvent de l'exploitation. Donc c'est colossal en fait. C'est ça que je veux dire par là. C'est énorme. Par exemple, alors j'ai là sous les yeux, si l'on est sur le travail domestique tel que compté par l'INSEE, donc qui ne comprend pas par exemple toutes les tâches que les femmes effectuent pour leurs conjoints quand ils sont artisans, indépendants, etc. hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de très restrictif, mais pour autant c'est 21h30 de travail domestique en moyenne par semaine, donc 60% réalisé par les femmes. Si on s'intéresse au travail domestique restreint, c'est-à-dire le noyau dur, c'est 72% qui est réalisé par les femmes. Voilà, donc on est sur des données qui sont quand même assez marquantes. On parle d'ailleurs de la deuxième journée des femmes. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de deuxième journée ou pas, mais en tout cas, oui, c'est un travail qui est énorme. Alors, peut-être pour aller un peu plus loin et pour donner l'ampleur des choses, par exemple, quand on est dans des couples avec des enfants, le travail des femmes passe à 38 heures par semaine. Pour les hommes, c'est 21 heures. Voilà. Donc, faut bien comprendre que ce mode de production particulier, il est déterminant pour le reste. C'est-à-dire qu'il est déterminant, évidemment, pour l'emploi, puisque c'est ce qui va expliquer, notamment, le temps partiel. Et voilà. Alors l'exploitation, elle a lieu là en premier, mais bien évidemment, elle a lieu aussi dans l'emploi. Et elle se répercute plus tard. Elle se répercute plus tard aussi dans les pensions, dans les retraites. Et elle se répercute dans les pensions tout au long de la vie de la femme, enfin des femmes. Voilà, donc alors on estime l'écart de salaire, où tout le monde le sait. Alors il y a des différences d'estimation, bon, on est autour de 20-25%. Pour la pension, c'est 40%. Et encore, là, on raisonne en disant les femmes gagnent moins que les hommes à hauteur de 25% dans l'emploi, 40% dans les retraites. On devrait inverser la proposition en disant les hommes gagnent 30% de plus dans l'emploi et je sais pas, ça doit être autour de 50-60% de plus pendant la retraite. Donc effectivement, tout au long de la vie, ce rapport de domination, il perdure et il intervient parce que tout simplement, il y a une hiérarchie. Il y a une division du travail qui intervient entre les hommes et les femmes, qui se joue dans le foyer, qui perdure dans l'emploi. Et cette hiérarchie, elle prend plusieurs formes en fait. Elle est à la fois hiérarchique, elle est à la fois statutaire, et elle se joue aussi dans les secteurs d'activité, dans les métiers. Dans les évolutions de carrière aussi. Dans les évolutions de carrière. C'est le fameux plafond de verre. Alors on parle du plafond de verre comme on parle du plancher collant, d'ailleurs. Donc le plafond de verre, c'est que les femmes, effectivement, à un moment donné, elles n'arrivent pas à atteindre les niveaux hiérarchiques supérieurs. Et le plancher collant, ce sont des femmes qui, souvent racisées d'ailleurs, qui n'arrivent pas à quitter les métiers et les niveaux hiérarchiques les plus faibles. Et les murs de verre aussi. On parle aussi des murs de verre parce que il y a à la fois une ségrégation verticale et horizontale, voilà, donc de tous les côtés. Mais le problème, c'est pas parce que les femmes changeront de métier et iront vers des métiers masculinisés qu'elles sortiront du problème, en fait. C'est la difficulté, en fait, qui se pose, c'est que quoi qu'elles fassent, elles feront l'objet d'une discrimination. Ça, c'est un truc compliqué à comprendre, enfin je pense, moi. C'est que quel que soit le métier qu'elles fassent, elles seront toujours discriminées. Pourquoi ? Parce que ce sont des femmes. Voilà.
D'où c'est là qu'intervient la question du salaire à la qualification, qui est lui, du coup, systémique et qui propose de s'affranchir de toutes ces barrières de genre, qui est même une solution à la xénophobie en général. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le point déterminant dans la question du salaire à qualification personnelle qui permettrait la reconnaissance de ce travail domestique qui n'est pas compté dans le PIB et donc qui serait une solution dans cette problématique de la place des femmes. Si je peux donner un chiffre juste avant que tu répondes, dans le dossier on relève la proportion dans une semaine qu'utilise un homme ou une femme pour le travail. Donc une femme, ça va être 14% de son temps pour le travail domestique, alors qu'un homme, ça va être 8%. Et pour le temps professionnel, une femme, ça va être 20%, et un homme, 25% de son temps. Si on additionne, la femme va utiliser 34% de son temps, tout travail confondu, domestique comme professionnel, alors que l'homme sera 33%, donc c'est sensiblement égal. Et sauf qu'on sait que le travail domestique n'est pas rémunéré, alors que in fine, l'homme et la femme utilisent le même temps de leur semaine pour travailler. Alors c'est une grosse question en fait. Bon, effectivement, l'idée du salaire à la qualification personnelle, il est intéressant dans une perspective féministe. Bon. Il n'a pas été pensé d'abord dans une perspective féministe, il a d'abord été pensé pour lutter contre le capital. Donc il présente des difficultés aussi, c'est ça que je veux dire en fait. Alors, on disait tout à l'heure que quel que soit le travail que feraient les femmes, même si c'était sur des travaux masculinisés, elles seraient toujours payées moins. Le salaire à la qualification personnelle, il est intéressant parce que c'est un salaire à la personne, donc quelles que soient les personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, elles percevraient ce salaire. Sauf que dans les visées de réseau salariat initialement, mais c'est en train d'évoluer, il y aurait une hiérarchie de 1 à 4, de 1 à 6, c'est pas très fixé à ma connaissance. Et je pense que dès l'instant où il y aurait une hiérarchie, les femmes en souffriraient. Donc ce premier problème se pose. C'est pourquoi je suis plutôt favorable à un salaire unique. Comme Bernard. Maintenant. Depuis une discussion qu'on a eue ensemble. Mais d'ailleurs, il nous a dit que c'était toi qui l'avais tiré vers le salaire unique. Et là, il a franchi un truc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette idée ? Voilà, donc là, du coup, on résout une partie du problème, mais évidemment pas tout le problème. Qui va faire le travail domestique ? Même si une femme est payée, qu'est-ce qui garantit que dans un couple, où il y aurait ou pas des enfants du reste, ce travail serait effectué à parité ? Rien. Rien. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la sphère privée. Ça, c'est un vrai problème d'ailleurs. On est dans la sphère privée qui est pour l'instant réglementée de façon différente par rapport à la sphère publique. C'est une sorte de zone de non-droit, la sphère privée. Pas tout à fait en fait. Il y a un droit, c'est le droit qui est régi par le mariage par exemple, par le contrat de mariage ou par le Pacs, et qui permet tout et n'importe quoi, notamment pour les hommes. Et donc, d'ailleurs, je peux illustrer, une injure dans la sphère privée, c'est 38 €, encore faut-il le prouver. Et une injure dans la sphère publique, ça va être 15 000 €, je crois. Donc, et c'est pas. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de la violence conjugale aussi. Voilà. C'est une zone de non-droit en quelque sorte. Et le travail domestique, elle s'inscrit dans cette sphère privée. Donc comment on fait pour en sortir, en fait, en quelque sorte ? Là, moi, j'ai pas la solution. Alors, est-ce qu'il faudrait éduquer
Est-ce qu'il faudrait en passer par la culture? Oui, mais l'idéologie ne résout pas le problème, en fait. Et oui, elle peut permettre, voilà, mais qu'est-ce qui justifierait que les hommes renoncent à leurs privilèges? Ça fait des centaines d'années que ça existe, des milliers d'années. Heu, les les études ou les statistiques, très insuffisantes, hein, mais qui sont faites, sur le travail domestique montrent que ça n'évolue pas depuis des dizaines d'années. Donc qu'il y ait un salaire unique ou pas, un salaire à la qualification personnelle ou pas, ce point-là n'est pas résolu. Alors on se pose la question, par exemple dans le groupe femmes de Réseau Salariat, de savoir s'il ne faudrait pas inverser les choses, c'est-à-dire rémunérer davantage le travail domestique et pas, par rapport, aux autres types de travaux. Mais je vous disais tout à l'heure que, bah, non, on ne paye pas un travail, on paye une personne d'une part et c'est pas le travail en tant que tel qui est un problème. C'est pas les tâches qui sont un problème. C'est ça qui est dur à comprendre, en fait. Quelles que soient les tâches que l'on fera, nous les femmes, on sera payé moins. Donc on arrive à une espèce d'impasse. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut, par exemple, tout externaliser l'ensemble du travail domestique? Est-ce que c'est possible ça? On a externalisé pas mal de choses, hein. Enfin, on a externalisé, une partie du ménage, on a externalisé, une partie des soins, on a c'est déjà le cas. Heu, bon, heu, est-ce que c'est possible de tout externaliser? J'en sais rien. Et est-ce que ça suffirait à résoudre le problème? J'en sais rien. Donc là, pour moi, c'est une vraie question, en fait. Je vois pas de solution à ce jour. Comment dire? La seule solution, c'est qu'on arrête de parler d'hommes et de femmes. C'est-à-dire qu'on abolisse le genre et donc le sexe. D'ailleurs, ça permettrait de reconnaître qu'il n'y a pas que 2 sexes, il y en a plus, il y a les intersexes, voilà et comme disait Delphi, le genre précède, le sexe, comme, la race précède la couleur. Donc si on arrive à faire tomber le genre, on fait tomber le sexe et on raisonne en termes d'être humain, voilà. Et on ne regarde pas, on se regarde pas, mutuellement comme 2 catégories, qui sont même pas des femelles et des mâles, qui sont des hommes et des femmes. Donc c'est pire, c'est ça le genre en fait. C'est en cela que c'est un projet radical, révolutionnaire, que le système actuel n'est pas prêt à concéder, et sur lequel il se crispe. Mais comme, sur le capital, c'est-à-dire qu'on fait pas tomber le patriarcat, comme ça, voilà, ou on fait pas tomber le racisme, ce sont les mêmes problématiques en fait. Donc si on avait eu la solution, ce serait facile. Bon, voilà, les thèses de Réseau Salariat ouvrent une petite porte, mais elles ne sont pas d'abord, des thèses contre le patriarcat, elles sont d'abord des thèses contre le capital. Et le capital est lui aussi, patriarcal évidemment. Et raciste et Dans le dossier qui nous a servi de référence pour préparer cet entretien, au début, toi et tes collègues, vous expliquez que vous partez de textes de loi un petit peu fondateurs, notamment depuis 1965, avec la loi du 13 juillet 65 qui permet à une femme de travailler, d'avoir un compte en banque sans l'accord de son mari. Et donc les analyses sont faites, on étudie les tendances par rapport à l'apparition de ces textes de loi. Donc à ce jour, avec les inégalités de salaire qui sont un fait dans le travail salarié, pourtant il y a eu des lois quoi, pour réduire ces inégalités. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? mais parce que ça arrange tout le monde qu'il y ait cette division du travail, en fait. Ça arrange, tout le monde qui est, enfin le capital évidemment, il trouve son compte puisqu'il paye moins les femmes. Les hommes qui sont dominants, ils trouvent leur compte, parce que, ben, ils peuvent, comme ça, aliéner leurs femmes, pour faire le travail domestique. Voilà, c'est pas une loi qui va faire changer les choses. C'est vraiment les structures matérielles de la société qu'il faut bouger.
Voilà, il faut, et ça permettra peut-être de faire tomber l'appareil idéologique et l'appareil répressif que subissent les femmes. Mais la loi en tant que telle, non, voilà, ça se saurait, c'est pareil si la loi permettait de faire tomber, et la loi est faite par des hommes pour l'essentiel en plus. Bon, voilà, on le voit. Alors après, on peut expliquer les écarts. Je reviens sur le salaire, mais je l'ai sous les yeux. Donc, l'effet temps partiel, c'est 10 points. L'effet temps partiel, c'est quoi? C'est le fait que les femmes vont faire le travail domestique. Bon, voilà, donc on n'en sort pas par rapport à la discussion de tout à l'heure. Après, il y a 3 points, allez, on va dire 5 points qui sont dus au fait qu'il y a des différences de métiers et de secteurs. C'est la division du travail, c'est la division horizontale du travail, ça, et la division hiérarchique du travail. Et il y a un écart inexpliqué. 10 points, c'est énorme. C'est quoi ça? C'est de la discrimination pure. Donc, inexpliqué. Alors l'INSEE dit écart inexpliqué. Bon, moi je veux bien, mais c'est de la discrimination. Voilà, c'est de la discrimination. Donc, on sait expliquer les raisons de l'écart. Mais pour autant, voilà. Alors, je vais citer Kergoat. Kergoat, elle a écrit un bouquin sur les rapports sociaux de sexe, et c'est une féministe maintenant matérialiste, et qui explique qu'elle a enquêté dans le monde ouvrier, voilà, dans une société qui transporte des marchandises, etc. Et à un moment donné, la chaîne de production a été numérisée. Et donc, antérieurement, c'était les hommes qui faisaient pontonnier. Alors, c'est le métier de pontonnier, pour transporter des palettes, des trucs comme ça. Donc, c'était des hommes qui faisaient ce métier-là, qui étaient plutôt bien payés, etc. Et à partir du moment où ça a été numérisé, une partie de la chaîne est restée mécanique, une autre partie numérisée. La partie numérisée, les hommes ont pris les postes, ont été mieux payés. Et il y a des femmes qui ont pris les postes de pontonnières mécaniques. Mais le salaire a été diminué. C'était le même métier. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. C'était le même métier occupé par des hommes peu de temps avant, et le salaire a été diminué. Pourquoi? Mais parce que c'est une femme qui prend le poste. Donc, on n'a pas de solution. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une essentialisation du truc, quoi. Ce mécanisme, on le retrouve aussi dans le double standard des recrutements. Pour poste égal, les employeurs ont tendance à demander aux femmes plus de compétences, peut-être même plus de diplômes, que ce qu'ils demanderaient aux hommes. Ou moins, parce qu'ils estiment que c'est naturel. Par exemple, c'est comme ça qu'on justifie les écarts de salaire, par exemple, dans les métiers de soins, en disant elles sont naturellement faites pour les soins, elles sont douces, que sais-je, bon, n'importe quoi. Voilà, donc il y a toujours cette idéologie qui va justifier les écarts, mais les écarts sont là, voilà, dans la structure de la société. Et justement, cette naturalisation, là on est sur un problème aussi culturel dans les représentations sociales. Il y a beaucoup de stéréotypes qui vont naturaliser. Voilà, la femme elle est dans le care parce qu'elle a l'instinct maternel, mais tout ça c'est des croyances populaires qui n'ont aucune valeur scientifique, anthropologique. Donc c'est là on rejoint aussi peut-être un peu l'action de l'éducation de tout à l'heure, qui est effectivement pas la racine du problème. Mais est-ce que tu peux me dire un petit mot sur ces représentations, ces stéréotypes, cette naturalisation? On appelle stéréotype, c'est du sexisme en fait, hein, donc parce que l'idéologie dominante, c'est l'idéologie de l'essentialisme en fait. Donc ou du naturalisme, je sais pas, voilà. Donc cette idéologie-là, elle domine. Enfin, elle fait partie aussi des débats entre entre des féministes. C'est-à-dire qu'il y a des féministes qui se disent essentialistes, et on le retrouve, c'est le stéréotype, hein, quelque part. Et des féministes matérialistes, des féministes marxistes, etc., intersectionnels. Bon, je rentre pas dans le détail, mais je vais me polariser sur les deux premières. Donc, le féminisme essentialiste dit effectivement que par essence, les hommes et les femmes sont différents, et que cette différence-là, elle doit être valorisée à parité.
Donc en fait, c'est ce qui explique par exemple, toutes les lois sur la parité quoi, c'est l'égalité dans la différence. Et les matérialistes sont pas du tout d'accord, ils disent: «Non, bah, surtout pas, il n'y a pas de nature féminine, pas plus que de nature masculine». D'ailleurs, si on regarde les cerveaux, il y a, plus de différences, dans les cerveaux entre les hommes à l'intérieur des hommes ou à l'intérieur des femmes qu'entre les hommes et les femmes. Voilà, donc il n'y a pas de OK, donc il n'y a pas de différence. Donc les stéréotypes s'appuient là-dessus, parce qu'il faut bien à un moment donné justifier les inégalités. Il faut justifier les inégalités. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure ou ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, on va s'appuyer sur le fait que soi-disant, il y a des qualités, naturelles chez les hommes et chez les femmes. Heu, on oublie de dire que, tout individu qui naît, il naît, dans un monde social, donc il ne naît pas, sur une île, comme, Crusoe ou je ne sais quoi, enfin voilà, donc il arrive dès l'instant où il arrive au monde, il arrive dans un monde social, donc c'est un être social, donc voilà. Et les stéréotypes, oui, bah, ils ont beau jeu, ils vont, mais alors, c'est pas, comment dire? Tu disais tout à l'heure que c'est, dans l'idée populaire. C'est pas du tout l'idée populaire malheureusement, enfin malheureusement ou pas, peu importe, mais c'est-à-dire que c'est porté, par, tout le monde, par, le politique, des intellectuels, des médias, voilà, tout ce qui contribue à façonner, l'appareil idéologique, pour reprendre les termes d'Althusser. Dans le dossier auquel tu as participé, il y a à 6 ou 7 reprises, il me semble, sont étudiés les albums pour enfants et les jouets aussi. les présupposés. Il y a un exemple que j'ai trouvé vraiment frappant, c'est que on va montrer à un enfant une image d'un homme qui porte un dossier ou une mallette et une femme qui porte exactement les mêmes objets. Et pour l'enfant, la femme ne va pas porter une mallette, elle va porter, je sais plus ce qui est dit, un sac à main, un cabas, voilà. Donc il y a aussi comme cette influence qui, quand on est enfant, on est une éponge. On nous dit, bon, a priori, on le croit. Quand on ouvre un album, on voit que papa il va travailler, que maman elle reste à la maison. C'est un peu caricatural, c'est pas tous les albums comme ça, mais il y a quand même une tendance. Oui, tout à fait. Alors il y a certaines maisons d'édition, par exemple pour les enfants, essayent de corriger les choses, mais on part de très loin. Certaines, d'autres pas. Comme je disais tout à l'heure, il y a la collection, Petites filles et petits garçons, je ne sais plus, voilà, oui, chez Fleury, eux, au contraire, eux, ils vont marquer les différences, vraiment clairement, quoi, parce qu'ils estiment que les qualités des unes valent les qualités des autres et il faut valoriser les unes et les autres. Bon, mais la plupart, en fait, font un petit peu des efforts, mais c'est très loin d'y arriver. Enfin, il suffit de regarder, aujourd'hui les films, on alors c'est parfois plus subtil, mais c'est toujours marqué cette domination, masculine, par rapport ou cette distinction, dans les travaux, enfin bon. J'ai une idée qui vient juste de m'échapper, c'est dommage. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Par exemple à l'école, il y a des travaux qui ont été faits, pour dire que, les profs en général interrogent plus souvent, les garçons que les filles, interrogent plus longtemps les garçons que les filles, interrogent sur des problèmes plus compliqués les garçons que les filles, donc mais c'est inconscient, hein, voilà. Heu, dans les encyclopédies pour enfants, le spermatozoïde, c'est chevalier, hein, et puis, l'ovule, c'est, la princesse passive. Alors que, c'est démenti même par les travaux, des biologistes ou des scientifiques qui disent que l'ovule n'est pas du tout passif, c'est-à-dire qu'il interagit, et il absorbe enfin bon, il a une action, je ne saurais pas dire les termes, qui vont bien, mais il est pas du tout passif, par exemple. Donc ça part de loin, hein. C'est la thèse de Françoise Héritier qui propose une analyse anthropologique du patriarcat, qui dit qu'on fonde nos rapports homme-femme sur cette idée que l'homme est actif et que la femme est passive dans les relations sexuelles,
Alors qu'on le sait avec toutes les études maintenant biologiques, comme tu dis, l'ovule est actif. Et donc on reproduit à l'échelle de la société cette distinction actif-passif. Oui, Et donc ça légitimerait la domination masculine. ouais, bah, c'est le rose et le bleu. Ouais. Avec le rose qui a une moins grande valeur que le bleu, peut-être préciser. Alors, si tu veux. Non, en dire un non, mot, simplement pour dire que les couleurs ne sont pas de la même, Oui. N'ont pas la même valeur. Le rose Ouais. est moins est inférieur. Alors qu'à une époque, à l'époque médiévale, le rose était la couleur de la masculinité. Aussi, oui, mais comme quoi c'est bien culturel Ouais. C'est quand et on veut, quoi. social. J'ai une autre question concernant les années d'après-guerre, 60-70, où avec la tertiarisation et l'accès de plus en plus grand aux femmes à l'emploi, on retrouve beaucoup de discours aujourd'hui qui disent que le patriarcat est tombé dans les années 70 sous prétexte que les femmes ont eu accès à plus d'emplois. Mais d'un côté, dans les thèses féministes, on voit aussi la notion de retour de bâton, de backlash, qui elle dit plutôt que c'est une nouvelle prison dans laquelle se perpétuent les structures patriarcales. Mais cette image de après-guerre, les femmes ont eu accès à plus de parts dans l'emploi, ça reste dans les imaginaires des gens comme si les femmes avaient été libérées dans ces années. Pourquoi on n'arrive pas à se dire qu'en fait non? C'est incroyable. Je sais pas, moi, pourquoi on n'arrive pas à... Oui, la plupart des gens dans le commun vont estimer qu'il y a eu un progrès. Bon, on vient de démontrer que pas tout à fait, hein, quand on regarde tâches domestiques, le salaire, la division du travail. Alors il y a peut-être un glissement, c'est-à-dire que dans les années 60, elles étaient davantage femmes au foyer. Aujourd'hui, elles sont sur le marché du travail en partie, mais elles le payent cher aussi. Voilà, pourquoi ça perdure, je saurais pas trop dire, je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais c'est démenti par la réalité, quoi, en fait. Donc, le patriarcat est là, il est très puissant d'ailleurs. Il y a des retours de bâton. Je parlais tout à l'heure de l'appareil idéologique, enfin, avec vos suggestions sur la culture, les médias, etc. Mais l'appareil répressif, il est puissant. On le voit bien avec le confinement. Les violences faites aux femmes, elles sont... Dès l'instant où il y a eu MeToo, par exemple, il y a eu un retour de bâton. On est à 146, le féminicide, c'est 146 par an. Donc c'est bien plus que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans. Donc voilà, dès l'instant où les femmes vont faire un pas en avant, elles vont devoir reculer peut-être deux fois derrière d'une autre manière, quoi. Donc l'appareil répressif, il est puissant. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'apeurer les femmes. Quand on tue une femme, l'idée, c'est d'apeurer toute la classe des femmes. Quand il y a de la violence conjugale, c'est pareil. C'est pas cette femme-là en particulier, c'est pour ça qu'on parle de féminicide. C'est que derrière, il y a toutes les femmes qui vont avoir peur. Voilà, donc, et ça marche évidemment. Donc, l'espace public, on parlait tout à l'heure des albums, etc. Dans la cour de récré, c'est pareil, il s'en passe des choses. Les garçons vont occuper tout l'espace, les filles vont rester sous le préau. Voilà, dans l'espace public, on va construire des terrains de foot, mais on va pas trop construire des espaces pour les femmes, voilà, pour les filles, pour les petites filles. Donc, il y a peut-être des glissements. C'est peut-être ça qui est qui est peut-être moins visible, je sais pas. Il y a peut-être des glissements ou des zones où le patriarcat va essayer de se réinscrire plus fortement. Là où il n'était pas avant, peut-être. Quand on fait le constat de cette triste réalité qu'est la force du patriarcat et même l'inertie des clichés, des présupposés au sein de la société, ça peut être un peu décourageant, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur est-ce que les institutions, est-ce que l'État peut avoir un rôle de discrimination positive, comme il peut l'avoir dans certains domaines, à savoir est-ce que l'État peut... c'est compliqué parce que le monde de la culture est un monde qui n'aime pas trop les contraintes, mais est-ce qu'on peut obliger les éditeurs à donner un cahier des charges? Est-ce qu'on peut leur dire, écoutez, vous transmettez des clichés? Et pour aller plus loin, est-ce que c'est souhaitable de mener une politique de discrimination positive
qui n'est qu'un pansement sur une plaie. Ça, c'est un vrai débat. Donc c'est la question des quotas. Moi, je suis plutôt favorable. Maintenant, après, ça reste, largement insuffisant. Bon, pour arriver, au moins à ce qu'il y ait un rattrapage du retard des femmes. Je vais le dire plutôt comme ça. C'est pas la recherche de la parité, c'est pas du tout ça, hein. Puisque la parité suppose justement ce que je disais tout à l'heure, qu'on essentialise en gros les hommes et les femmes. Moi, je suis pas là-dessus. Par contre, oui, il faut à un moment donné qu'il y ait un travail de rattrapage, parce que pendant que le petit garçon, il commence sur la ligne de départ là, la petite fille, elle démarre, en arrière, tout bébé déjà. Donc je veux dire, il faut rattraper les retards. Donc pour rattraper le retard, la discrimination positive peut être une solution. Après l'État, alors je ne sais pas qui est l'État, qu'est-ce que veut dire l'État? L'État a multiples facettes. Est-ce que c'est la nation? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les structures étatiques? Est-ce que c'est l'administration derrière? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est très compliqué de définir l'État. D'ailleurs, je suis en train de lire un bouquin là-dessus, c'est hyper compliqué et il est lui-même parcouru par le patriarcat. Bon, donc oui, alors oui, mais largement insuffisant et pour revenir sur la question des maisons d'édition, mais moi je comprends même pas pourquoi ce sont les maisons d'édition qui produisent, les livres scolaires. Déjà là, moi, à la base, ça, c'est un vrai problème. Ils ont une liberté, alors ils suivent un programme, le programme de l'Éducnat, voilà, ok, qui est ce qu'il est, mais c'est eux qui ont la main. Alors, évidemment, j'ai regardé un petit peu les livres scolaires de ma fille qui est prof de français, et je suis ahurie. On ne trouve pas d'autrices, ou très peu. Bon, une ou deux, allez hop. Il y a encore des représentations hyper sexistes. Donc, oui, peut-être qu'il faudrait imposer des choses, bien sûr, parce que c'est du sexisme. Il y a du racisme, il y a de tout, hein, voilà, donc oui. À défaut d'une loi qui pourrait devenir répressive, au moins, ne serait-ce qu'en parler. Actuellement, notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, plutôt que d'expliquer à tout le monde de la culture qu'il n'est pas essentiel, est-ce qu'elle pourrait pas prendre en main, alors peut-être pas elle, mais un ministre de la Culture, au moins prendre la parole dans les médias en soulevant ce problème, ne serait-ce que de le soulever, mais sauf qu'on n'en parle même pas dans les médias. Ouais. Mais Ouais. il y avait déjà eu, au début des années 2010, quand il y avait eu les fameux débats sur le genre. Une théorie du genre, oui. c'est ça? Il me semble que c'est Najat Vallaud-Belkacem, si je dis pas de bêtises, qui et les livres scolaires avaient suivi tout de même. Ça avait pas beaucoup plu à certaines. Elle avait commandité un rapport, Najat Vallaud-Belkacem, un rapport à des chercheuses sur les discriminations, le sexisme, etc., qui était plutôt pas mal foutu. Ce bouquin-là, donc bon, il y avait une volonté derrière, mais qui est largement insuffisante. C'est pour ça que la question, est-ce que l'État peut agir et quoi, pas en l'état actuel des choses, non. Enfin, bon, il n'a pas cette volonté-là, je ne pense pas. Et bah voilà. C'est largement insuffisant. Mais oui, il faut lutter sur tous les fronts, ça c'est évident. Mais comme je disais tout à l'heure, l'idéologie, c'est pas la cause ultime du problème. La cause ultime, c'est vraiment les structures de la société, les structures concrètes de la société. Et justement, l'intérêt de ta posture féministe matérialiste, bon, parce qu'il y a plein de branches du féminisme qui sont développées, qui sont un petit peu malheureusement en concurrence, c'est que le côté matérialiste d'interroger les structures de production au sein et la question du travail, c'est une question universelle auquel tout le monde peut s'accrocher. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça la force? Pas trop ce que tu veux dire. Ben, c'est une vision qui fait pas. C'est une approche du féminisme, je trouve, qui prend pour centre du problème quelque chose qui est commun à toutes et à tous, la question du travail et des structures de production, et qui fait pas sécession comme certains courants peuvent le faire en se démarquant.
Tu vois pas? Non, je vois Est-ce que pas tu es bien, d'accord? en Est-ce que fait. tu es d'accord avec ça? Parce que, Que la posture féministe matérialiste, c'est une posture universelle. bah, j'aimerais bien qu'elle le soit, c'est-à-dire, elle parle à tout le monde parce que c'est le travail, c'est ça que tu veux dire, ouais. L'enjeu, c'est le travail, c'est toujours le travail, l'enjeu. Oui, bien sûr, ouais. Donc ça parle à tout le monde, ça, c'est vrai. Heu, Après, par rapport à ce que tu disais, c'est dommage que les courants féministes se fassent concurrence. Oui et non, parce que c'est aussi enfin, le débat, c'est le moteur, hein, donc c'est ce qui fait aussi avancer les choses et les contradictions, voilà, elles doivent, c'est là-dessus aussi qu'on avance. Faut pas trop perdre de temps des fois sur certains trucs, mais c'est ça qui va permettre de faire avancer. Mais oui, le travail étant essentiel, le cœur du problème, c'est là-dessus qu'il faut se polariser à mon avis, quoi. En premier, du moins. Mais comment? Enfin, c'est la question reste encore, bien en suspens, quoi, oui. Et tu sens que cette posture matérialiste, c'est une posture euh, parmi les différentes postures féministes, c'est une posture qui prend de l'ampleur ou qui... Qu'est-ce Alors que t'en penses? elle était, très franco-française, hein. Elle commence à enfin elle a pris un peu d'espace là, géographique. On parle plutôt d'ailleurs de féminisme radical à l'échelle internationale. La terminologie, matérialisme, enfin féminisme matérialiste est plutôt, franco-française, on va dire. Donc le féminisme radical, lui, il est assez répandu. Mais comme je disais tout à l'heure, le féminisme, entre guillemets «essentialiste» reste encore, très prégnant, quoi. Donc là, il y a du travail à faire et c'est rajouté au débat, enfin, il était déjà présent, je pense, mais toutes les questions d'intersectionnalité, donc ça, c'est vraiment très bien. Les rapports de classe, de race, de genre, le validisme et cetera, tout ça, c'est maintenant, davantage pris en compte depuis les années 90, 2000, on va dire. Donc oui, le matérialisme ou la radicalité a un espace, plutôt grand, je pense, dans le féminisme, ouais. Mais il fait peur. Ouais. Bah, il y a un galvaudage du mot radical. Du mot radical, du mot matérialisme, du mot féminisme, c'est un gros mot, quoi, hein, donc voilà, le mot féminisme fait peur parce que c'est à la fois un mouvement militant et un mouvement, un travail enfin, comment dire? Un mouvement, intellectuel, dans la recherche, je veux dire, donc c'est d'ailleurs, c'est le seul, on trouve ça nulle part ailleurs. Le féminisme, c'est à la fois les 2, quoi. On trouve ça nulle part ailleurs et quand on veut le galvauder, ben, on veut dire, «Oui, les femmes veulent prendre le pouvoir». Je sais pas quoi d'ailleurs. Oui et puis sans définir ce que c'est les femmes et ouais. Éventuellement, vas-y. Alors moi j'ai une petite question, on va faire peut-être une petite partie autocritique parce que tu parles à 4 hommes dans cette salle, donc Qu'est-ce que ça veut dire, hein? qu'est-ce que cette situation qu'on est en train de vivre, comment tu l'interprètes? J'ai un c'est habituel, c'est-à-dire pour moi, en fait, c'est habituel cette situation, y compris dans le militantisme et surtout dans le militantisme d'ailleurs, parce que les femmes n'ont pas le temps. Et puis, on leur a fait croire qu'elles pouvaient pas prendre la parole en public, elles ont intégré tout un tas de trucs, bon, elles doivent se battre, voilà. Après moi, qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Je sais pas si je m'adresse à des hommes, en fait, j'en sais rien, au fond. C'est-à-dire, ne le prenez pas mal, mais pour moi, c'est un terme homme ou femme, c'est un terme politique, c'est au sens politique du terme. Donc est-ce que vous êtes des hommes, heu et que vous représentez le patriarcat ou pas? J'en sais rien. Je suis pas dans votre vie, quoi. Donc bon, heu, voilà. Donc oui, ben, c'est une situation qui est pas nouvelle, disons. C'est intéressant ce que tu relèves parce que, en s'intéressant à ce sujet,
c'est pas neutre, on s'intéresse pas à ce sujet par hasard, hein. C'est-à-dire qu'on a conscience de ces assignations de genre, et malgré tout, on a beau en avoir conscience, on a beau être persuadé que oui, c'est vrai, c'est pas normal, on fait des efforts, mais malgré tout, c'est tellement ancré en nous que sans s'en rendre compte au quotidien, en fait, on peut parfois perpétuer ces inégalités, sans le vouloir, hein, une fois de plus, mais c'est extrêmement ancré, quoi. Mmh. Oui, oui, je sais bien. Je sais bien. Alors, moi, je sais pas quoi vous dire. Il y a des alliés. On a des alliés, quoi, hein. Nous, les femmes, on a des alliés. Mais c'est comme moi vis-à-vis, par exemple, de gens de couleur. Heu, c'est eux les opprimés, c'est eux les exploités, heu et je ne pourrai jamais comprendre ou me mettre à leur place, parce que je ne le vis pas. Donc heu, on est dans un rapport, oppresseur-opprimé, heu, qu'on le veuille ou non. Donc c'est ce qui explique aussi, le fait qu'il y ait des groupes non mixtes, hein, je veux dire, pour libérer la parole, pour tout un tas de raisons. Donc après oui, il y a sans doute des alliés chez les hommes, comme il y a des alliés chez les blancs vis-à-vis des noirs et ainsi de suite. Mais on ne pourra jamais se mettre à la place d'eux. Enfin, à mon avis, c'est pas possible, quoi. Donc je sais pas quoi vous dire. Est-ce que, selon toi, le combat féministe peut et doit passer, notamment sur la question du travail, par un retournement du stigmate? Ouais, c'est une solution, mais on le voit bien, avec, ce qu'on appelle, le voile abusivement, plutôt le foulard. Oui, et c'est possible que ce soit une solution. Après, il faut pouvoir le mettre en place, mais je ne sais pas trop quelle forme il peut prendre d'ailleurs par rapport aux féministes. J'ai jamais vraiment réfléchi, mais je le comprends par rapport, à cette question, par exemple, du voile ou du foulard, et je comprends parfaitement, ces femmes qui le mettent par retournement de stigmates. Oui, évidemment, ouais, ouais, tout à fait. C'est un peu, moi je pense, je sais pas si on m'entend, pour un retournement du stigmate sur les combats féministes. Le sujet des règles a l'air d'en être un et est pris à bras le corps par certains mouvements féministes, notamment à Dijon, lors de manifestations, où il y a, au-delà d'assumer, il y a une revendication, il y a un jeu, il y a un retournement du stigmate, notamment sur ce qu'on... Enfin, on a tous entendu des conneries immenses sur la saleté des règles, etc. Et il y a un peu se ressaisir de ce thème-là et le brandir. C'est un exemple qui me vient à l'esprit et qui est en plus provocateur parce que ça peut choquer corporellement les hommes qui ont leur présupposé à la con, pardon. Et non, c'était juste pour... Oui, mais elles ont, enfin, moi je pense qu'il y a de quoi réfléchir là-dessus et tout à fait raison, oui. On apprend depuis enfin pas depuis toute petite, à partir du moment où on est prépubère ou pubère, qu'il faut cacher ça, qu'il faut pas en tenir compte, et le montrer, faut pas qu'il y ait des fuites, et cetera. Et ben, pourquoi? C'est vrai, voilà. Bon, vous avez votre barbe, OK, donc moi je vous la montrer, hein, il y a pas de souci, les poils pareil, oui, tout à fait. C'est des Les femmes sont dans un carcan. Par exemple, la mode, c'est une catastrophe. Je comprends pas, enfin, si, je comprends trop bien. C'est-à-dire qu'elles sont dans un carcan tout le temps, physiquement. Elles doivent porter, des ceintures serrées, des talons hauts. On a Christian Dior avec un cordonnier haut de gamme et un autre, ils étaient 3 mecs, ils ont inventé les talons aiguilles. Ont-ils essayé de marcher avec des talons aiguilles? Je ne crois pas. S'ils avaient essayé, ils n'auraient pas mis ça au point. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On peut pas marcher avec des talons aiguilles. C'est impossible. Dès qu'il faut courir, prendre son train, enfin, je sais pas, c'est incroyable, quoi. Donc, le corps féminin, n'appartient pas aux femmes. Le corps des femmes ne leur appartient pas.
Il est tout le temps contraint, tout le temps contraint, dans la rue, partout. Elle se maquille, elle met 1 heure à se maquiller. Pourquoi? Et puis elle se démaquille, en plus avec des produits de merde. La cosmétique, ça me fout en rogne. Je ne comprends pas. Enfin si, je comprends, mais pourquoi? Faut être belle. Mais ça veut dire quoi être belle? Être belle pour qui? Pourquoi? Sur quels critères? En mettant du vernis, je sais, incompréhensible. Oui, les corsets, enfin, heureusement que Chanel est arrivée finalement quelque part, moi qui luxe, bon, mais elle a libéré quelque part un peu les femmes là-dessus. Alors, controversée sur d'autres sujets, mais oui, oui, c'est ça, tout récemment, j'ai appris ça. Voilà, mais non, elle a enlevé le corset. Comment peut-on imaginer mettre un corset? Pourquoi avoir la taille fine? Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie, quoi? Tous ces sujets, qui concernent l'espace vital, l'espace de vie des femmes est hyper contraint. Je parlais de la cour de récréation, je parle des terrains de foot, des terrains où les garçons peuvent faire, du roller et cetera, qui sont ina les femmes n'y accèdent pas. C'est pas fait pour elles. La ville n'est pas faite pour elles. Il y a des rues, la nuit, où il ne faut pas se balader, c'est interdit pour les femmes. C'est la répression, ça, c'est l'appareil répressif. Le carcan des habits, du maquillage, et cetera. Tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. C'est insupportable, en fait. Voilà. Ça me fout en rogne. Scène. Tu veux bien rester un petit peu encore avec nous? Moi, je voudrais recentrer peut-être un petit coup sur le salaire à la qualification. Et tu sens que ça dérive, là. C'est très bien, c'est une dérive très saine. Ça dérive, oui et non, parce que de toute façon, si on te donne la parole, c'est bien pour parler de ce que tu veux. Sur la page du réseau salariat, sur la page femmes, il y a une question qui revient souvent dans la critique de l'idée du salaire à la qualification, et auquel ce groupe femmes répond d'une façon que j'ai trouvée très très intelligente. La question c'est, avec le salaire à qualification, qui va faire les tâches ingrates? Qui va récupérer les chiottes? La réponse c'est, mais qui le fait déjà? Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette idée? Ouais, alors... Comment dire? C'est très subjectif. Là, je vais avoir une pensée pour ma mère. Ma mère, elle m'a dit, il n'y a pas très longtemps, femme au foyer, etc., enfin, elle a été ouvrière avant, ça, j'aime bien faire le ménage. Bon. Alors, ça m'a tilté. Ok, donc, je prends acte. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire une tâche ingrate? Alors, ouais, je sais pas. C'est très subjectif. Donc, j'ai pas trop envie d'aller sur le terrain des tâches. Puisque, comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est pas les tâches en soi. On peut aimer n'importe quoi. Ouais, c'est la valeur qu'on va leur attribuer. Déjà, le reconnaître comme travail. Le capital ne reconnaît que le travail dans l'emploi. Pas que le capital, d'ailleurs. Les marxistes aussi. Bon. Donc, il y a d'autres travail domestique, etc. Donc, j'ai pas trop envie d'aller sur le terrain des tâches et de mettre un curseur pour dire ce travail-là, il est plus ingrat, moins ingrat, plus valorisant qu'un autre, parce que c'est hyper subjectif et je crois pas que ce soit le problème, mais je me trompe peut-être, j'en sais rien. Pour le travail domestique, par exemple, puisqu'on n'est pas dans du travail au sens commun du terme, puisqu'il n'y a pas de convention sociale pour le reconnaître, il n'est pas payé. Donc on n'est même pas dans du travail concret ou du travail abstrait. On ne peut même pas utiliser ces deux concepts de Marx, enfin de Marx, de Smith, etc., des classiques. On ne peut même pas utiliser ce terme-là. Donc je ne peux même pas aller sur le terrain du travail abstrait. Mais pour autant, je pense que c'est là où se jouent les choses.
Il faut aller sur la question du travail abstrait, y compris pour le travail domestique, je ne sais pas trop comment, puisqu'il n'y a pas de valeur d'échange pour l'instant. Cette histoire de curseur de tâches ingrates, pas ingrates, je ne crois pas que ce soit la bonne entrée. Le problème ne se pose pas comme ça pour moi. Je ne crois pas. C'est pas possible. Tu as des doutes sur le fait qu'il existe des tâches ingrates ou non? Parce que, effectivement, moi, ce discours, effectivement, j'ai déjà entendu certaines personnes qui disaient « j'adore laver, nettoyer, faire le ménage ». Et effectivement, il y a des personnes, ça leur plaît. Après, il y a quand même quelque chose d'assez particulier qui est nettoyer des toilettes publiques, qui ça, pour le coup, est littéralement nettoyer de la merde. Est-ce que quelqu'un peut aimer ça? Je déplace un peu le problème quelque part. Hein. Peut-être que je botte un peu en touche, j'en sais rien. Mais je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut poser le problème, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on effectue le travail. S'il est effectué de façon gratuite, travail domestique, s'il est effectué de façon non gratuite et avec une valorisation qui convient, genre avec le salaire à vie, ou le salaire à la qualification personnelle, les conditions de travail, les heures, le nombre d'heures de travail, etc. Je pense que c'est dans ces termes-là qu'il faut poser la question. Et pas en partant de la tâche, en la jugeant ingrate ou pas ingrate. Parce que je me permets pas de juger, je me sens pas de juger ça. Un jugement de valeur. Ouais, un jugement de valeur qui serait purement subjectif. C'est ce que dit Bernard Friot, au-delà d'un travail jugé ingrat ou pas. Il dit les gens, c'est pas leur travail qu'ils n'aiment pas, c'est leur façon c'est les cadences qu'on leur impose. C'est le fait qu'ils savent très bien qu'une partie de la valeur qu'ils vont produire va partir dans la poche de quelqu'un qui n'a en rien aidé à le produire. C'est ça, le mot-clé, c'est l'exploitation. Hein. Et donc l'exploitation, elle est là dans le système patriarcal et dans le système capitaliste, etc. Donc, elle est aussi dans le regard que la société porte sur ce travail. On le voyait bien dans le documentaire de Patrick Jean, un documentaire qui tourne dans un centre commercial dans le sud, qui s'appelle Le Monde Parfait. Il filme une employée, une femme de ménage qui nettoie le centre commercial avant qu'il ouvre et qu'il y ait du flux. Et elle dit quelque chose d'incroyablement fort. Elle dit pour les gens, je suis ce que je ramasse. Et c'est là aussi qu'il y a une question, c'est là aussi où est la valeur qui est attribuée par le regard, je pense, que porte la société sur... Oui. Mais encore une fois, c'est pas la cause, c'est l'effet. Ouais. Parce qu'il faut une division du travail. La division du travail permet la hiérarchie. C'est-à-dire que pour les rapports de sexe et de genre, le sexe, ça va être la division, femelle, mâle, et le genre, ça va être la division hiérarchique. Enfin, c'est ça, et c'est valable pour le capital aussi. Donc, il faut bien justifier. L'idéologie, elle sert à justifier les choses. Donc, ce que tu es en train d'expliquer, c'est ça, c'est l'idéologie qui va porter le fait qu'elle sera moins payée, qu'elle sera invisibilisée, qu'elle sera, etc., et que les tâches seront jugées négatives, quoi. Usul, une question? Si tu veux se rapprocher. Je sais pas, par rapport à... On en est où? Peut-être un état des lieux. On voit la distinction vachement importante entre le genre et le corps. Voilà, cette idée de construction sociale qui a beaucoup avancé quand même ces dernières années. Tout ce dont on s'affolait beaucoup, notamment dans les années 2000, la théorie du genre, etc. Maintenant, les gamines comprennent ça même très vite. Les jeunes se posent des questions sur leur genre, le voient comme une construction. Et en face, il y a une montée évidemment des réactionnaires qui vont essayer de trouver du soutien, notamment en allant chercher des sociologues comme Bronner, qui vont faire à nouveau cet appel à la nature, au biologique, au machin. On en est où dans qu'est-ce que ça vous inspire, ce retour du biologique, comme l'appel au biologique, et puis en même temps les progrès quand même que ces idées sur la construction sociale de genre ont quand même avancé un petit peu.
Ouais, alors elles ont avancé. Alors, on est toujours sur le fil. Je sais pas, je suis pas sûre d'avoir un recul, suffisamment solide sur le plan historique, quoi. Mais, je sais pas s'il y a je sais pas s'il y a vraiment, comment dire? Un retour du genre. C'est sûr que les années 80 ont été mortifères sur tous les sujets, y compris celui-là. Heu, les années 70 ont été fructueuses. Là, il y a un retour avec MeToo, notamment pour nous, ou Balance ton porc. J'espère que ça ne va pas en rester, mais c'est déjà essentiel, sur la question de la violence, et que ça va, irriguer, au-delà. Effectivement, on voit, du côté des filles ou des jeunes filles, des réactions, voilà. Maintenant, c'est extrêmement difficile de lutter contre, l'essentialisme. C'est un truc qui est vraiment extrêmement compliqué. Ça revient même les plus, matérialistes, d'entre nous, parfois, se font avoir. Donc, on est toujours, toujours, toujours sur le fil parce que, bah, l'idéologie essentialiste, elle domine. Heu, quand on a affaire à un couple qui vient d'avoir un enfant, tu un garçon, une fille. Enfin bon, on est tout le temps là-dessus. C'est-à-dire que le sujet, quand on rencontre quelqu'un, ce qu'on voit en premier, c'est un homme ou une femme, ou un noir ou un blanc. Donc on a ce logiciel qui est intégré en nous, et c'est dur d'y échapper, quoi. C'est vraiment dur d'y échapper. Donc, jusqu'où il y a un retour ou pas, je saurais pas dire. C'est extrêmement fragile et j'espère en tout cas que, MeToo et cetera, seront des prises de conscience qui iront au-delà de ce mouvement-là. C'est vrai qu'on est beaucoup sur les violences, sur l'égalité salariale aussi, mais ces questions d'égalité salariale, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus souvent portées par des femmes dominantes, des femmes cadres, des femmes, voilà, l'archétype étant une Marlène Schiappa par exemple, voilà, qui vont nourrir l'ambition de faire, d'occuper des places occupées par des hommes pour y faire régner exactement le même ordre finalement. Mais voilà, le concept du plafond de verre, vous parliez tout à l'heure de mur de verre, plafond de verre, c'est pas le même. Ce féminisme qu'on pourrait qualifier aussi de bourgeois a aussi une grande place et une grande audience, mais dans quelle mesure, pour des féministes matérialistes, il faut s'attaquer à ce féminisme-là, alors qu'il faut déjà s'attaquer à faire respecter, ne serait-ce que dans les milieux militants, avec les camarades mecs, machin. Enfin, c'est épuisant. Oui, tu as raison. Tu as raison, effectivement. Là, je pense en ce moment qu'il y a, un un effort entre guillemets, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça un effort et si c'est, sur, l'histoire du plafond de verre, mais du très haut plafond de verre, très élitiste. Donc, bah, on le voit avec les élections aussi aux États-Unis. Bon, la vice-présidente, on le voit, dans les conseils d'administration, plus ou moins, bon, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le plancher collant, il est là. Le plancher collant, il reste. Donc, et il concerne la masse des femmes. Donc, là, il y a rien qui a bougé, pas d'un iota, pas d'un iota. Donc, nous, enfin, moi en ce qui me concerne, militante matérialiste de gauche, OK, je prends acte que l'élite, s'en sort, toutes les femmes valent. C'est pas parce qu'il y aura plus de femmes d'ailleurs que la société sera meilleure, bien évidemment. On va pas essentialiser quoi que ce soit là-dessus. Mais le gros de la masse, pour l'instant, il vacille pas. Il bouge pas. On l'a dit avec les salaires, on l'a dit avec le travail domestique. Donc, tout est à faire encore là. Tout est à faire là. J'arrive plus à savoir où j'avais lu ou entendu ce que je vais dire. Ça expliquait grosso modo que les femmes qui arrivent à des postes de pouvoir, que ce soit en politique, dans le management, elles n'y arrivent pas en tant que femmes, elles y arrivent en adoptant des codes masculins, des codes de domination, des codes de... elles s'apparentent à des hommes. Pour, je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire être un homme, être une femme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, OK, la féminité, la masculinité, je ne sais pas. Et encore que ce soit le cas, bon,
C'est pas voilà, moi ce que je voudrais c'est que ça bouge à la base et encore faut-il que les mouvements militants, syndicaux, partis politiques et autres, se saisissent de ça, mais ils ont aucun intérêt à le faire, puisque c'est dominé par les hommes. Donc tant qu'ils ne comprendront pas que le patriarcat ou je sais pas, tant qu'ils ne voudront pas comprendre que le patriarcat, c'est un système qui est aussi costaud que le système capitaliste à combattre et qu'il n'est pas secondaire, minoritaire, ou que quand on aura fait tomber le capital, on fera tomber le patriarcat, tant qu'ils n'auront pas compris ça, il ne se passera rien dans les mouvements militants. Voilà, donc c'est pour ça que les femmes, elles ont moyennement envie que les hommes se mêlent de leur mouvement, parce qu'ils vont reprendre le pouvoir, etc. Bon. Et ils le prennent pour quelque chose de très secondaire. Donc là, il y a un travail colossal à faire aussi dans les mouvements féministes. Et à l'intérieur des mouvements militants, encore faut-il y arriver, quoi. Le Parti communiste, à cet égard, il a eu une histoire en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a de grandes réussites, comme avoir envoyé plus de femmes à l'Assemblée que n'en faisaient tous les autres partis à certains moments. Et puis en même temps, de temps en temps, on retournait un petit peu en arrière avec une image de qu'est-ce qu'une bonne femme communiste, que fait une bonne femme ouvrière, machin, avec des rôles très assignés, etc. Il y a peut-être quand même un espace dans les partis politiques pour faire avancer ces idées-là, ces notions-là. Dans la tradition communiste, il y a en tout cas des choses à puiser. Franchement, j'en sais rien, mais c'est épuisant, c'est-à-dire que faut lutter à l'interne et à l'externe, doublement. Donc, dans les conditions dans lesquelles les femmes militent, c'est-à-dire avec moins de temps libre que les hommes, de fait. Donc, oui, peut-être, j'en sais rien, je ne connais pas assez bien l'histoire du Parti communiste, ni l'histoire de beaucoup de partis d'ailleurs. Donc voilà, j'en sais rien. Je sais qu'à la CGT aussi, ça a vachement résisté par rapport aux femmes. Encore aujourd'hui, il se passe des choses, y compris dans mon syndicat et ministère du Travail. Voilà, et on voit que ça résiste fort du côté des hommes, quoi. Donc c'est une lutte qui est extrêmement épuisante. Je ne parle même pas de la race. Donc, ou du validisme, et ainsi de suite. Donc là, il y a un boulot monstre à faire et c'est épuisant. Donc, est-ce que c'est une question qu'on peut avoir? Nous, à Réseau Salariat, par exemple, le groupe femmes, on est sur une posture où on se dit, mais on s'épuise, parce qu'il faut acculturer aussi les hommes. Les hommes n'ont pas lu les autrices féministes. Bernard il les découvre en ce moment, depuis peu. Donc, il y a un travail d'acculturation, on n'a pas envie de le faire à leur place. On n'a pas le temps. Faites-le, lisez, quoi. Il y a Marx, mais il n'y a pas que. Il y a aussi Delphi, il y a aussi Kierkegaard, il y a Mathieu, il y a Paola Tabet, il y en a plein. Des intersectionnalistes, etc. Plein. Donc lisez, appropriez-vous le truc, faites-vous votre opinion et aidez-nous, si vous voulez. Mais nous, on n'a plus le temps, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Qu'est-ce que vous allez en faire en plus après derrière? Est-ce que vous allez rester sur votre quant à soi? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez continuer de lutter contre le capital en pensant qu'en luttant contre le capital, vous lutterez aussi contre le patriarcat? Mais avez-vous vraiment envie de lutter contre le patriarcat? Parce que derrière, vous faites tomber vos privilèges. On ne va pas demander au capital de lutter contre le capital, il va faire tomber son privilège, évidemment. Donc ce sera aberrant, quoi. Voilà. Donc, ouais. Prolétaires de tous les pays, qui lavent vos chaussettes. C'était le titre d'un truc. Est-ce que tu appelles à lancer le hashtag MeTooTravail? Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être, vu l'ampleur que ça a pris ces dernières années, il y a un terrain à prendre? Ouais. C'est vrai que c'est un outil formidable. Hein. Alors moi, je suis malheureusement sur aucun réseau social. Maintenant, oui. J'ai pas de Facebook ou autre, enfin bon, je ne sais pas. Donc oui, mais je reconnais que Printemps arabe, etc., ça a été vraiment un outil extraordinaire. Là, on le voit avec l'inceste aussi, c'est formidable, quoi. Donc oui, après, le travail, si seulement, ouais. Ouais, si seulement. C'est vrai qu'il y a eu
successivement des régulations sur tel milieu, puis ensuite c'était tel milieu, puis ensuite c'était tel milieu, puis ensuite, bon, à Mediapart, il y a eu une grande enquête sur à McDo, c'est quasiment institutionnalisé, les managers sont protégés, etc. Et il y a un truc qui revient, c'est si on fait tout un petit peu un par un, on a l'impression que c'est une somme de milieux qui semblent tous gangrénés, et puis, en fait, oui, un des points communs, c'est que c'est le monde du travail. Et que c'est précisément dans ce monde-là qu'on va demander aux femmes, allez-y, construisez votre carrière, maintenant vous avez le droit de travailler. Et c'est ce lieu qui est aussi un lieu d'exercice des violences. On a parlé du privé avant, mais on peut aussi parler du travail, oui, d'articuler la question de la domination du patron et la question, qui sont en fait extrêmement liées. C'est là où ça va exploser, du coup, aussi, le travail. Ouais. Le travail dans l'emploi, tu veux dire? L'emploi, pardon. Et oui. Soyons précis. Et oui, parce que comme je te le rappelle, il y a plus de temps de travail en temps domestique. C'est le premier secteur d'activité, hein, et largement au-dessus de tous les autres. Donc, ouais, oui. Qui représenterait jusqu'à 70% du PIB. Ah oui, alors si, entre 15 et 70%. Ça. Alors dans la définition restreinte que je disais tout à l'heure, en plus, donc oui, ça dépend comment on le valorise, si on le valorise au SMIC ou au-delà, ouais. Dans le monde, d'ailleurs, j'avais les chiffres à l'international, c'est 6 000 milliards d'heures annuelles, 76% par les femmes pour le travail non rémunéré. Donc, je répète, il y a 6 000 milliards d'heures annuelles de travail dédiées aux activités de soins à autrui non rémunérées, 76% par les femmes. Donc c'est à peu près 4h25 minutes par jour. Une donnée mondiale ou... Donnée internationale, BIT. Voilà, ça fait 31 heures par semaine de travail non rémunéré pour les femmes. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et les hommes, je ne sais plus, j'avais dû le noter, les hommes, c'est 10 heures par semaine. Contre 31 pour les femmes. 3 fois plus. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais qu'on aborde, sur lequel on peut prendre un peu de temps, qui te paraît aussi essentiel dans ces questions? Il y en a tellement. Non, je pense qu'on a déjà bien... Ouais, on a déjà bien embrassé le sujet quand même. Fort de ces constats, comme tu l'as répété à plusieurs reprises, c'est fatigant. Je vais te poser une question, on va voir si tu te sens de répondre. Je suis papa, j'ai une fille de 2 ans. Ma compagne a 2 enfants, dont un garçon. C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que je dois leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux enfants qui ont moins de 10 ans aujourd'hui, quand ils vont regarder cette vidéo dans 10 ans, 20 ans? Parce que Internet a la mémoire longue. Une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes? Comment ils font? C'est dur, je sais même pas si je saurais encore parler à des tout petits comme ça. 2 ans, c'est déjà grand. À 2 ans, on a déjà construit une grande partie de son identité. Si je me souviens bien les lectures que j'ai eues sur ce sujet. Ils ont des prénoms mixtes? Non, je plaisante. Non. Je sais pas quoi te dire. Déjà les sensibiliser, ouais, sur tous ces sujets-là, les alerter. Les parents ont un rôle de critique systématique, c'est-à-dire, je vais redire les choses autrement. On n'échappe pas à la société. On est des êtres sociaux. Donc, ils vivent pas dans une bulle, évidemment. Ils vont à l'école, ils vont dans les magasins, ils regardent la télé, etc., des films et autres. Donc, ils n'échapperont pas, évidemment, au genre. Donc, il faut pouvoir leur expliquer ce que c'est que le genre, d'ailleurs, par rapport au sexe, qui n'est pas évident. Et surtout, à mon avis, avoir un rapport critique systématique, autant que faire se peut, sans trop les décourager, les pauvres, surtout les filles, à ce qui les attend, quoi, à cette division hiérarchique de la société et de ces formes d'oppression, de domination.
d'exploitation et d'appropriation, donc mais avec les mots de leur âge, donc c'est pas évident. Sans doute qu'il y a, alors il y a des éditeurs, hein, par exemple, qui font, des albums et cetera, Tu féministes, as quelques références à nous donner ou ah t'en non, as pas j'ai en tête? pas, Ok. excuse-moi, là-dessus, je suis pas Ouais, costaud. Ouais, mais oui, il y a des films aussi qui existent, à mon avis, là-dessus. Je connais pas non plus forcément tout, quoi, mais toi, il faut que tu aies ce regard. Alors, c'est compliqué aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on prend conscience de ce truc-là, on peut plus s'en défaire. Donc, c'est pas une menace, mais à chaque fois que tu vas regarder maintenant quelque chose, un film, dans la rue et cetera, si tu as ce regard de genre, eh bien, serre-toi-en vis-à-vis de tes enfants, mais ça peut être douloureux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on te renvoie, surtout quand tu es une fille, une femme, comme tu es quand tu es, ouvrier ou autre, on te renvoie ton oppression à la figure. Donc faut accepter d'être une opprimée ou un opprimé, heu, ce qui n'est pas évident. Faut accepter d'être, inférieur, infériorisé. Donc c'est une violence extrêmement forte. Donc tes gamins, si tu les accultures à ça, il faut s'attendre aussi à ce que, bah, il faut qu'ils l'absorbent. C'est extrêmement violent. Voilà, donc ouais, c'est pas évident. Ou bien ils restent dans un nuage, mais là, le nuage, ben, ils vont tomber de haut un jour s'ils tombent, du nuage, quoi. Mais oui, c'est pas évident, franchement, heu, pour les personnes racisées et autres. Dès que tu subis une domination, si tu la regardes en face, tu la subis de plein fouet, tout le temps, tout le temps. Moi, je vais chez le garagiste, je conduis ma bagnole, j'y vais avec mon conjoint, le garagiste, il s'adresse à mon conjoint. Je reçois du courrier dans ma boîte aux lettres, c'est adressé à monsieur. C'est tout le temps. Cette forme de domination, elle est là tout le temps parce que les masculinistes sont très, très forts. Au XVIIe siècle, par exemple, c'est eux qui ont créé la règle, le masculin l'emporte sur le féminin. Voilà, c'est l'Académie, française qui a été mise en place et l'idée c'était, que surtout les femmes qui commençaient à prendre du pouvoir en politique, en littérature et cetera, s'arrêtent. Voilà, donc on a décidé d'attaquer, par le biais de la langue notamment et on a créé cette règle-là qui se disait pas comme ça, qui se disait, «Le masculin est plus noble que le féminin». Donc les instituteurs, au début du 19e siècle, ont commencé à dire, pour que ça passe mieux, «Le masculin l'emporte sur le féminin». C'est faux. Avant, c'était pas le cas. Il y avait la règle de proximité, il y avait la règle du nombre, tout ça, ça a été balayé. Donc tout le temps, c'est-à-dire il y a des attaques sur tous les registres. La langue, la culture, l'éducation, les films, c'est partout, partout. Les moindres petits interstices de la vie, c'est là où ça se glisse et c'est extrêmement, comment dire? Difficile même de les décoder, quoi. Heu et contrairement, par exemple, à la domination par rapport au capital, c'est que l'ouvrier, lui, perd sa veste d'ouvrier, quand il revient dans sa vie privée. Il subit plus. Par contre, la domination féminine, masculine sur les femmes, elle est 100 du temps. Elle n'est pas cloisonnée puisqu'on reste, femelle et mâle, intersexe, ça n'existe pas dans l'esprit des gens. On reste homme et femme tout le temps, 100 de notre vie. Donc c'est encore pire, quoi, quelque part. On va conclure cette interview. On a dit beaucoup de choses et on te remercie. On t'avait demandé à l'avance si tu avais un petit texte à nous lire Ouais. de ton choix, une petite carte blanche, donc je crois que c'est de la poésie. Un petit poème, ouais, qui est écrit par, Tanella Boni. Donc c'est une, ivoirienne qui écrit des livres et des poèmes et alors la poésie féministe,
elle est jamais très gaie en fait. Je voulais finir sur une touche gaie et légère et j'avais en tête un poème, léger et qui me plaît beaucoup, qui s'appelle «Promenade de Picasso» de Prévert. Parce que ça a été une révélation quand je l'ai lu, quand j'étais beaucoup plus jeune, je suis tombée là-dessus sur le bac, au bac en plus, c'était vraiment super et c'est un homme qui a écrit cette poésie et il parle de Picasso qui est aussi un homme. J'ai dit: «Non». Donc voilà, j'ai cherché parmi les femmes, les autrices, une poésie, qui est très courte, qui est belle, mais qui n'est pas super légère. Voilà. Quoique, celle-ci ça va. Alors la voilà. Je ne sais pas par quel chemin de traverse arriver au sommet du poème. Par liens et par mots, je t'envoie une lettre muette, comme toutes celles à toi adressées cette année. Ma parole restera lettre morte, j'en fais de l'humus, pour l'humanité à bâtir. Ne sois pas étonné que demain je chante un jour nouveau, car le cri de l'espérance chaque jour frappe à ma porte, montre des abysses marines vers la lampe de chevet des étoiles, amis éternels, car les étoiles taillent nos maux de terre en émotions d'astres. Et voilà. L'autre poésie que j'avais retenue de la même autrice s'appelle « Écrire le cri ». Et là, je me suis dit, c'est pas léger du tout, donc je vais laisser tomber. Ok, on laisse les spectateurs aller chercher la poésie d'eux-mêmes. Voilà. Merci Christine Jacques. Merci. Merci à vous.